Jean-Marie Straub and Daniel Huillet formed a subversive cinema collaboration. Revolutionary political awakening is the goal of their work. As Straub once put it, the work we have to do is to make films which radically eliminate art, so that there is no equivocation. Canapé visits Miguel Abreu Gallery to view an exhibition of their work. Simplifon in Gotterei, dass nicht einmal die Instruktion genannt, in Bezug auf Bestand, Ausdrückung hier sein wurde. Ich glaube, der Willen seines schnellen Reises ist von seinen vielen Klageern verfasst worden. Aber Simplifon nicht ohne die Instruktion des Forscher vorbeigeführt. Sie war mit der Absichtung der Kriegsführung beschäftigt, mit komischer Eigenwillen Dario Proteus. I came to know the work of Jean-Marie Straub and Daniel Huillet in California in Los Angeles. I was a film student at CalArts, and there was a distinguished filmmaker and historian of cinema named Tom Anderson, who actually is having a mini retrospective here at Anthology Film Archives this week. And he was somebody who really looked at their films and wanted to show them to his students. So I was one of the students. Even though I grew up in Paris, I didn't know their films in France. So he introduced me to these films, and they immediately struck me as very strange things that both were off-putting and fascinating at the same time. Off-putting because they are very tough films. It's like watching, marble being chiseled in front of you, and they don't really invite the viewer in the way most films do. They're more like pushing you back, through their layers and their material layers, starting with the way the actors speak, and the actors are not really acting the way actors act in most films, especially Hollywood films. They're more like reciting texts, and so there's like a respect for the text and how the actor or the person, reciting them. There's a very a kind of demand for a certain kind of distance from the text, so the actor doesn't take it over and produce some kind of fiction. They just try to recite it as clearly as possible, and have an interest in, or at least the directors have an interest in how the text goes through the body of the actor and comes out, and very long, rehearsals, take place for many, many months, and you can feel that when you see the films that the actor or the actor is really familiar with the text and how it goes through their body, through breathing techniques and movement or no movement. So it's an unusual way of approaching subject matter, and the subject matter being the text being recited. Another interesting thing about their work is that they're not afraid to take on, major works of literature or poetry in this case, which is unusual for cinema, to actually stage, major texts. So they're strong texts. So in this case, it's Mallarmé's poem, founding poem of modernism. And they decided to film it by, organizing a set of actors on this hill in front of the Père Lachaise, where in 1871, a number of people were shot, during La Commune, at the end of La Commune. So it's a location which is, again, carefully chosen as a location where resistance and revolutionary impulses were staged and, of course, aborted through assassinations. So it's an interesting choice of place, and then they basically,
placed, I forget how many, but maybe 9 or 10 actors sitting on this hill, and each one of them recites a section of the poem, shot by shot, each actor saying a few lines and going back to it. And it's all about, making the text come alive through these voices. It's a totally unique film in the history of cinema, and I think it's about 10 minutes long, maybe a bit less, or maybe more. I forget how long it is. So in the show, what we did is basically deconstructed the film object by showing the Mallarmé poem as it appears on the page. It's also a famous poem for its typographic experiments, and so I think what they're doing in filming the film is also produce this kind of typographic experiments, but through shots, cinematic shots. And then we showed a translation of the text into English, and then we showed each shot as a photograph on the wall, and then we showed the film also off-centered on a monitor. So we don't show the actual thing, we show the parts or the different layers of how the film comes about, basically. Un coup de dé, jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit que l'abîme blanchi étale furieux, sous une inclinaison plane désespérément, d'elle, la tienne, par avance retombée d'un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements, coupant au ras les bonds, très à l'intérieur résume l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'adaptée à l'envergure, sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. le maître. Hors d'anciens calculs, où la manœuvre avec l'âge oublié surgit, inférent, jadis il empoignait la barre. De cette conflagration à ses pieds, de l'horizon unanime, que se prépare, s'agite et mêle, au point qu'il l'étreindrait, comme on menace un destin et les vents, l'unique nombre qui ne peut pas être un autre. Esprit, pour le jeter dans la tempête, en reployer la division et passer fier, hésite, cadavre par le bras écarté du secret qu'il détient, plutôt que de jouer en maniaque chenu la partie au nom des flots, un envahit le chef, coule en barbe soumise, naufrage cela direct de l'homme, sans nef, n'importe où veine, ancestralement à n'ouvrir pas la main, crispé par-delà l'inutile tête, lègue en la disparition à quelqu'un ambigu. L'ultérieur démon immémorial, ayant de contrée nulle, induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité, celui
son ombre puérile, caressée et polie et rendue et lavée, assouplie par la vague et soustraite aux durs os perdus entre les ais. Née d'un et bas, la mère par l'aïeul tentant ou l'aïeul contre la mère, une chance oiseuse. Fiançailles, dont le voile d'illusion rejaillit leur hantise, ainsi que le fantôme d'un geste, chancellera, s'affalera, folie. N'abolira comme si Une insinuation simple, au silence à rouler avec ironie, où le mystère précipité, hurlé, dans quelque proche tourbillon d'hilarité et d'horreur, voltige autour du gouffre, sans le joncher, ni fuir, et en berce le vierge indice. comme si Plume solitaire et perdue, sauf que la rencontre où les fleurs une torque de minuit et immobilise au velours chiffonné par un esclaffement sombre cette blancheur rigide, dérisoire, en opposition au ciel, trop pour ne pas marquer exiguement quiconque prend sa mère de l'écueil, s'en coiffe comme de l'héroïque, irrésistible mais contenu par sa petite raison virile, en foudre, expiatoire et pubère, muet, rire, que si la lucide et seigneuriale aigrette de vertige, au front invisible, scintille, puis ombrage, une stature mignonne ténébreuse debout, en sa torsion de sirène, le temps de souffleter par d'impatientes soies mes ultimes bifurquées, un roc, au manoir, tout de suite évaporé en brume, qui imposa une borne à l'infini. c'était Issue stellaire, le nombre. Exista-t-il? autrement qu'hallucination éparse d'agonie, Commença-t-il et cessa-t-il? sourdant que nié et clos quand apparu, enfin, par quelque profusion répandue en rareté, Se chiffra-t-il? évidence de la somme pour que qu'une, Illumina-t-il? Ce serait pire, non, davantage ni moins, indifféremment mais autant, le hasard. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. On parle qu'en Espagne. On ne les comprend pas. Les anarchies, les anarchies, les anarchies. Ils ont tout ramassé, les veines et les pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et la main au mi-temps. Et puis la tout rongée par de fausses idées. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. Les anarchies.
110 fois pour que et pourquoi, avec l'amour au point sur la table, surveillant, avec l'air entêté, qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Avec François Morellet passed away last month. He was one of the most widely recognized and prolific artists of his generation. Through his installation and sculpture work, he challenged the public to think of art as accessible and for everyone. Canapé revisits a 1998 interview with the artist when he visited New York. Ma philosophie, si vous voulez, en quelques mots, c'est de faire des œuvres où ma participation subjective soit la moins importante, des œuvres dont l'intérêt n'est pas dans l'exécution, qui doit être neutre, et qui réagissent suivant des systèmes. Ce que je mets au point, en fin de compte, sont des systèmes, comme de faire un cercle sur un plan d'une architecture avec les murs abattus, et de la matérialiser par n'importe quoi, soit de prendre des lignes parallèles et de les superposer, ce que j'ai fait beaucoup dans les années 50, c'est toujours de mettre au point un système et de laisser et de montrer des exemples de ce système. Le spectateur rentre dans le jeu, il se rend compte que ces œuvres, ces lignes par exemple superposées au hasard, donnent par exemple un côté dramatique, et je crois que c'est intéressant que le spectateur sache que j'ai pas fait ça pour être dramatique, que c'est le système qui le rend, mais que ça peut être dramatique sans que ça ait été voulu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est peut-être un peu couper les cheveux en quatre, mais quand on arrive à les couper en quatre, c'est amusant. Duchamp, dans une interview, on lui demandait qu'est-ce que veulent dire vos dernières œuvres? Il disait oh mais rien du tout, ça sera au spectateur de donner un sens à mon œuvre. Et pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui prépare une place à pique-nique, qui met bien des bancs, des fauteuils, choses comme ça, et c'est ça son œuvre, et le public vient déballer son pique-nique. Et les spectateurs qui viennent manger ce qu'ils ont amené, et souvent peut-être sans le savoir. Et donc, à chaque type de spectateur est un pique-nique différent. Moi, mes œuvres complètement vides de sens, à l'origine, on a trouvé que mes lignes pouvaient être des barreaux de prison, que ça pouvait être un cimetière militaire, que ça pouvait être des mâts de houblon dans la neige, que ça rappelait des lignes qui se croisaient comme ça, des gouttes d'eau dans une flaque d'eau, que c'était la pureté, que c'était... tout ça, et je suis ravi, et je pense donc des œuvres, que c'est intéressant d'avoir des œuvres vides, mais d'accepter que les spectateurs les remplissent. Et moi-même, je deviens spectateur pour des œuvres que j'ai faites d'après un système, en me disant « Oh, ce que c'est marrant, oh là là, ça, ce que c'est dur », et tout. Et ça, si vous voulez, ça relativise un peu le rôle de l'artiste roi romantique, mais en communication avec le ciel ou je sais pas quoi.
Et le titre de l'exposition, c'est No End Neon. Neon, ce qui est un palindrome que l'on lit dans les deux sens et qui est important pour moi puisque j'ai fait là une trame, c'était une répartition de segments de droite en quinconce comme ça, qui traverse l'espace. Donc ça continue par là à l'infini et ça continue par là à l'infini, et comme No End Neon peut être lu dans les deux sens, et donc si vous voulez, ces sortes d'installations, ce sont pour moi des sculptures infinies. Quand on met un tableau sur un mur et qu'on fait, ou qu'il ait de la couleur du mur, si on veut, ou qu'il y ait une trame très simple, on imagine qu'elle puisse continuer plus loin. Alors qu'une sculpture, c'est plus difficile. Si vous mettez une sculpture sur un socle, vous n'avez pas l'impression qu'elle va envahir l'espace. Donc, pour donner cette impression d'extension dans l'espace que j'aime beaucoup dans mes peintures et que j'ai eu toujours beaucoup de mal à faire dans l'espace avec des sculptures, là, je crois que j'ai trouvé la solution pour moi, pour donner cette impression d'envahissement et de non-fin. Après, des gens comme moi, on peut prendre un plaisir à des choses très simples, de fils, je ne sais pas, de fils télégraphiques, de traces sur le sol, qu'avant on ne regardait pas. Et c'est peut-être ça éduque, si vous voulez, ça éduque, c'est-à-dire ça montre du doigt, mais ça peut être chouette. Alors maintenant, on ne sait plus bien quoi montrer du doigt, parce que depuis les merdes de Manzoni ou le vide d'Yves Klein, il y a peut-être plus grand-chose à montrer du doigt. Moi, je crois qu'il y en a encore. Et pourtant ils existent.